Bonjour à tous, je suis Modeste Schwartz, philologue et philosophe français, formé à l'École normale supérieure, mais aussi à la Sorbonne et dans quelques universités européennes. J'ai pour l'instant à mon actif 2 ouvrages, tous deux publiés par une petite mais courageuse maison d'édition française qui s'appelle Culture et Racines. Le premier, datant de 2020, publié en 2020, s'intitule Yin et constitue une réflexion sur l'évolution de la traduction culturelle de la différence sexuée dans notre époque, dans l'Occident finissant. Le second ouvrage, qui est celui dont traite le présent podcast, est intitulé Le magicien de Davos et constitue une réflexion sur le discours de Klaus Schwab, donc fondateur et directeur du Forum économique mondial, c'est-à-dire avant tout sur l'ouvrage qu'il a lui-même publié à l'été 2020 intitulé en anglais COVID-19 The Great Reset et presque simultanément publié aussi en français sous le titre Covid-19 La grande réinitialisation, mais aussi plus largement une réflexion sur donc cette idéologie du Forum économique mondial, cette idéologie de Davos et sur le rôle assez important que joue cette idéologie dans cette période troublée que nous vivons actuellement et qu'il est coutume de désigner comme période de la crise sanitaire. J'ajouterai des guillemets à cette expression de crise sanitaire étant donné que au moment où je parle, c'est-à-dire mars 2021, je pense que pratiquement tous les Occidentaux capables de réflexion critique, et pas seulement eux d'ailleurs, ont compris depuis longtemps que d'une part il s'agit d'une crise provoquée et que surtout le caractère sanitaire de la dite crise est assez accessoire pour ne pas dire factice. Alors je voudrais d'abord préciser un peu la méthodologie que j'ai appliqué dans la rédaction du présent podcast. Il s'inspire de façon tout à fait explicite des notes de lecture qu'avait tout au long de plusieurs années et avec beaucoup de succès présenté notamment sur YouTube Michel Drac, dont j'étais aussi un auditeur et un lecteur assidu. Je le reste, simplement il lui a un peu suspendu son activité. Donc c'est aussi un hommage à cette activité qui je pense a été d'une grande utilité. Donc il s'agit d'une note de lecture dans l'esprit des notes de lecture de Michel Drac, dont les défauts, cela dit, me sont exclusivement imputables à moi et non au modèle. Et cette note de lecture se veut un matériel audio complémentaire, en complément donc non pas d'un mais de 2 ouvrages récemment publié début 2021 par la maison d'édition Culture et Racines. L'un étant mon ouvrage, donc Le magicien de Davos, déjà mentionné, et l'autre, un ouvrage rédigé probablement quelques mois plus tôt, mais publié du moins sous sa forme papier en même temps chez Culture et Racines, qui est donc l'ouvrage consacré par Éric Verreg au même thème, et au même texte de Klaus Schwab et intitulé The Great Reset, mythe et réalité, donc de la grande réinitialisation. Alors pourquoi fait-il lui référence au titre anglais ? Eh bien parce qu'il semblerait que lui est parti de la version anglaise, peut-être parce que la version française n'était pas encore disponible au moment de sa lecture à lui. Comme je le disais, c'est probablement un commentaire précédé le mien dans le temps, au moins du point de vue de la rédaction. Cette note de lecture que je veux proposer étant à la fois plus synthétique et plus audacieuse, c'est-à-dire plus interprétative que l'ouvrage, que mon ouvrage et a fortiori que l'ouvrage d'Éric Verreg, que je cite souvent. Je précise d'entrée de jeu que je ne reprendrai pas ici, ou alors seulement de manière tout à fait épisodique, les développements de ces 2 ouvrages, ouvrages auxquels l'auditeur sera donc renvoyé s'il souhaite approfondir ce que j'espère, les réflexions que cette note de lecture lui aura peut-être, là aussi je l'espère, inspiré. Toujours en introduction, je voudrais brièvement revenir sur l'objet de la présente note de lecture, qui est donc, je l'ai déjà dit, de commenter l'ouvrage publié en au moins 2 langues dès juillet 2020 par principalement Klaus Schwab, qui est de toute évidence le protagoniste principal de cette histoire, et accessoirement son co-auteur, puisqu'il a officiellement un co-auteur français, qui est le rocardien Thierry Malret, sur lequel on s'étendra assez peu. Schwab et son Forum économique mondial étant en eux-mêmes assez prolifiques, il est bien évident qu'ils assurent très bien tout seuls leur propre pédagogie, leurs propres commentaires, et que, en tout état de cause, ils ne la confieraient sûrement pas à des auteurs présentant le profil idéologique, donc disons assez peu néolibéral, assez peu mondialiste,
de Modeste Schwartz, ni même celui d'Éric Verreg. Il s'agit donc, bien évidemment, les deux ouvrages ici commentés, les deux commentaires publiés par Culture et Racines, constituent donc de toute évidence des commentaires a contrario. Des commentaires qui ne sont évidemment pas neutres, mais se veulent de mise en garde contre les intentions des auteurs qu'ils commentent, c'est-à-dire de Schwab et accessoirement Malraux. Alors pour autant, peut-on dire que ces deux ouvrages, le mien et celui d'Éric Verreg, ont pour but de, entre guillemets, dévoiler les mensonges de Klaus Schwab? Alors pour ma part, je ne peux évidemment pas répondre à la question au nom d'Éric Verreg, mais pour ma part, je serai beaucoup plus nuancé. L'auditeur qui voudrait approfondir la question trouvera dans Le Magicien de Davos des développements assez amples sur le statut épistémologique et idéologique, à mon avis, assez compliqué du discours de Schwab, et pourquoi, comprendra en les lisant, pourquoi je considère que le mensonge objectif, même quand on peut effectivement le repérer, les mensonges objectifs que contiennent le texte de Schwab, assez probablement traduisent ce qui, pour Schwab lui-même, pourrait bien être une vérité subjective, d'où d'ailleurs le sous-titre que j'ai donné à l'ouvrage, à savoir « Vérité et mensonge de la grande réinitialisation ». Et bien évidemment, note marginale, ce statut de vérité subjective que pourraient bien avoir les mensonges contenus par la grande réinitialisation, ne décrire ce statut épistémologique complexe ne constitue pas le moins du monde, de mon point de vue, un discours à décharge en faveur de Schwab et Malraux, bien au contraire. Mais il me semble important de le comprendre et je laisse l'auditeur, devenant lecteur, se faire éventuellement sa propre opinion sur ce point. Je voudrais maintenant présenter le plan de cette note de lecture qui s'articule en 5 parties, plus exactement 3 plus 2. Les 3 premières parties reprendront, sinon exactement le propos de mon livre et de celui d'Éric Verreg, du moins la perspective de ces livres, qui est donc de commenter le discours schwabien, en expliquant dans une première partie comment ne pas comprendre le discours de Klaus Schwab, c'est-à-dire quelles erreurs ne pas commettre dans l'interprétation de ce discours. Puis, dans une deuxième partie, comment comprendre, donc positivement, le discours de Schwab du point de vue de ce qu'on pourrait appeler une esthétique de la réception, c'est-à-dire comment le comprendre à la manière de ceux à qui il est destiné. En d'autres termes, comment comprendre le message que Schwab essaye de faire passer. Et enfin, une troisième partie, prenant évidemment le contre-pied des parties précédentes, qui tentera d'expliquer plutôt comment comprendre Schwab, mais ce coup-ci dans l'optique de l'idéologie de l'oligarchie occidentale. Donc, on pourrait dire en le regardant de l'intérieur ou dans une perspective ésotérique, au sens étymologique du terme. S'en suivront 2 autres parties qui se proposent d'élargir cette réflexion au-delà du simple commentaire, en d'autres termes, de commenter non plus le seul texte de Schwab et Malraux ou son entourage idéologique direct, l'idéologie de Davos, mais de commenter aussi l'époque actuelle, ou comme beaucoup diraient le Covid, à la lumière des réflexions précédentes. D'où une partie 4 qu'on pourrait intituler « Que veulent vraiment les Davosiens ? Que veut vraiment le Forum économique mondial ? Que veut vraiment l'oligarchie ?» Et enfin, une 5e partie, qui évidemment constitue aussi l'ouverture de cette réflexion, et qui se penchera plutôt sur ce qui pourrait éventuellement ne pas fonctionner dans l'application de ce plan grandiose, donc une partie qu'on pourrait intituler donc de cette expression anglo-américaine désormais célèbre « What could possibly go wrong ?» Et voici donc la première partie de cette note de lecture que j'intitulerai « Une dystopie peut en cacher une autre ». Cette première partie est donc une sorte de guide de déminage qui espère doter le lecteur, à la fois le lecteur de mon commentaire et celui du texte que je commande, du texte de Schwab et Malraux, disons de conseils de survie pour ne pas tomber dans les pièges que tend, à mon avis, le texte que je commande, que les auteurs du texte, cela dit, aient ou non conscience de tendre de tels pièges. Il se peut aussi que tout ça fasse si étroitement partie de leur idéologie qu'on puisse même éventuellement exclure l'intention de
de tromper. Ça n'est pas l'objet principal de ces réflexions. Alors d'abord, il faut se poser la question du statut du texte de Schwab et Malraux. D'un point de vue formel, vu de loin, disons avec assez peu d'attention, on serait assez facilement porté à le prendre pour un texte scientifique au sens large, ou du moins académique. D'une part parce que ça correspond bien de toute évidence à l'idéologie des auteurs, qui est caractérisée par une sorte d'adulation de la science, de déification de la science, d'ailleurs paradoxale, dans la mesure où l'idéologie de Davos, en parallèle, surfe aussi sur une sorte de culte de Gaïa, de personnification de la nature, de la terre, etc. Donc évidemment dans le sillage de l'idéologie Greta Thunberg, l'idéologie climatique. Et on peut se demander d'ailleurs, marginalement, dans quelle mesure, à un certain moment, ces deux cultes ne risquent pas d'entrer en collision, puisque la science et la technoscience n'est pas censée forcément faire toujours si bon ménage, n'est-ce pas, avec la nature. Voilà, je referme cette parenthèse, et donc je reviens à la question du statut du texte de Schwab et Malraux, qui donc se donne non seulement exprime une idéologie scientiste, mais qui même formellement, de toute évidence, les auteurs font des efforts considérables pour doter leur texte d'une forme, d'une allure scientifique, avec notamment une grande abondance de notes de bas de page. Et donc le lecteur, disons naïf, ou au terme d'une lecture rapide, d'un parcours, après avoir feuilleté l'ouvrage, serait assez facilement porté à considérer que c'est une sorte d'article scientifique simplement un peu plus long, d'à peu près 200 pages. Alors ça, c'est le premier mythe que je voudrais m'atteler à déconstruire, en faisant remarquer par exemple que, donc j'ai mentionné la grande abondance des notes de bas de page, des références qu'exhibent Schwab et Malraux. Oui, mais voilà, beaucoup de ces notes de bas de page renvoient simplement à des éditoriaux, donc de périodiques comme le New York Times, The Economist, etc. Ou, dans le meilleur des cas, à ce qu'on pourrait appeler des grandes synthèses futurologiques, comme les ouvrages très célèbres de Yuval Harari, mais en tout cas, finalement, pas si souvent à de véritables études scientifiques. Et ce, alors même que l'expression favorite de Schwab, alors qui vraiment qu'on retrouve, j'aurais dû essayer de la compter, c'est pas si difficile avec les moyens informatiques, mais en tout cas, elle est omniprésente, c'est, j'ouvre les guillemets, d'après la majorité des experts. Voilà, ça c'est en général le dernier mot de Schwab sur un sujet. Mais alors évidemment, ça attire immédiatement la question, quels experts? La majorité de quel quorum, de quelle assemblée d'experts? Et là, évidemment, s'agissant d'un ouvrage qui porte quand même le Covid-19 dans son titre, on est tenté tout de suite de se saisir de l'exemple donc de la question épidémiologique et de remarquer que, bien évidemment, Schwab à aucun moment ne cite ni Didier Raoult, ni Sucharit Bhakdi, ni Stadler, ni Ioannidis. C'est-à-dire qu'il renvoie toujours à l'opinion de ce qu'il appelle une majorité des experts, mais qui, visiblement, au moins dans ce cas bien précis de l'épidémiologie, se trouve exclure finalement les plus grands noms de la discipline. Voilà, c'est un peu dérangeant. Donc on pourrait dire que son traitement, son usage des références scientifiques est d'une part un peu léger, parce que finalement il cite assez peu de véritables études scientifiques, et puis surtout toujours caractérisé par une très très lourde tendance à ce qu'on appelle dans les milieux scientifiques le cherry picking, c'est-à-dire à une sélection, on va dire, lourdement orientée des références que l'on cite. Alors, si je voulais pousser le paradoxe jusqu'au bout, c'est-à-dire vraiment prendre le contre-pied de l'impression que cherchent de toute évidence à susciter les auteurs, j'irais jusqu'à dire que finalement Schwab est l'auteur de science-fiction que l'oligarchie occidentale prend au sérieux, ou du moins feint de prendre au sérieux. Alors, une fois que j'ai traité Schwab d'auteur de science-fiction, il faut tout de suite préciser, ça n'est pas en soi dépréciatif. Il faut bien se souvenir du rôle finalement souvent intermédiaire entre fiction littéraire et analyse futurologique, qui a été celui historiquement au XXe siècle de la science-fiction. Si on pense à des auteurs comme Asimov, si on pense au rôle très très clairement, disons, d'analyse programmatique qui était confié explicitement par le régime soviétique, entre autres, à ces auteurs de science-fiction. Mais donc, finalement, la question que j'essaye de vraiment soulever, c'est celle de la valeur de ce travail, disons, de science-fiction que propose Schwab, et qui est même sa spécialité en réalité depuis longtemps. Avant le Covid et son texte, disons, son livret de l'opéra Covid, publié en juillet de l'année dernière, et que je commente ici, Schwab était avant tout connu comme l'auteur de l'ouvrage intitulé « La quatrième révolution industrielle », ouvrage donc qui avait déjà
déjà été très lu et très commenté, sans même profiter de l'énorme boost, disons, marketing que constitue donc pour l'ouvrage suivant, eh bien, la crise du Covid. Alors paradoxalement, j'aurais tendance justement à remettre en cause même le statut futurologique de certains de ces mythes que Schwab met en circulation et qu'il met en circulation avec beaucoup de succès, avec beaucoup d'efficacité. Une efficacité dont l'un des ressorts, et pas des moindres, et d'ailleurs justement que, je dirais, ce sont ces pires ennemis qui tombent le plus facilement dans le panneau. C'est-à-dire que donc certaines des perspectives pseudo-futurologiques de la grande réinitialisation ont bénéficié d'une popularisation qui est venue en grande partie de discours qui se voulaient des discours de dénonciation. Et là, je pense non seulement à tout un tas d'internautes, de conspirationnistes plus ou moins naïfs, mais même à de grands auteurs, des gens pour qui j'ai le plus profond respect, comme par exemple Pierre Hillard, généralement auteur de réflexions d'un grand intérêt, et détenteur d'une culture absolument encyclopédique sur l'histoire de l'idéologie mondialiste, mais qui, à mon avis, si vous voulez, est un peu tombé dans le piège de Schwab, notamment dans ses conférences où il s'étend de façon, à mon avis, tout à fait disproportionnée, avec un pathos disproportionné sur cette question du microchip, et des nanoparticules, etc., des possibilités de surveillance que ça ouvre à l'oligarchie, en oubliant peut-être un peu que nous sommes d'ores et déjà depuis bien des années, pratiquement tous détenteurs de smartphones, c'est-à-dire qu'une grande partie des possibilités de contrôle que aussi bien Schwab que, curieusement, Pierre Hillard lui-même finissent par nous présenter comme une menace imminente, en réalité relèvent déjà en grande partie du passé et du présent. Mais il y a un autre exemple que je voudrais ici soulever, parce qu'il est omniprésent à la fois dans l'ouvrage et dans les discussions qui l'entourent depuis sa parution, qui est ce mythe de l'automatisation, donc extrêmement un mythe très très cher à toute l'élite davosienne. Alors à chaque fois qu'il est question de chômage de masse dans la grande réinitialisation, curieusement, il est rarissime que ce soit en rapport avec les causes réelles du chômage de masse qui est effectivement en train d'apparaître sur toute la surface de la planète. Ces causes, on les connaît bien. Ce sont ces réactions absolument irrationnelles, ces mesures dont l'efficacité n'a jamais été prouvée et qui consistent finalement à arrêter tout l'appareil économique dans une partie au moins des pays du monde, et évidemment que ça crée une récession qui à son tour va créer du chômage de masse. Eh bien non, à lire Schwab, on retirerait très facilement l'impression, que c'est même son opinion explicite, que ce chômage de masse va avant tout être la conséquence d'une automatisation toujours croissante des activités économiques. Alors bien sûr, on dispose de quelques exemples qui d'ailleurs ont été repris jusqu'à la nausée par la presse, etc. Donc le plan zéro contact de la Corée du Sud, donc l'automatisation à 80% des activités de restauration, de services, etc. Oui, mais enfin, souvenons-nous quand même que la Corée du Sud est à la fois l'un des États les plus riches du monde et l'un des plus technologiques et l'un des plus vieillissants. Donc que même dans un contexte de chômage de masse à l'échelle planétaire, à moins de recourir à une immigration de masse, les Coréens du Sud, avec ou sans Covid, à vrai dire, seraient de toute façon tôt ou tard obligés de mécaniser une bonne partie des activités de la vie courante ou bien de les confier à des vieillards de 70 ans. Donc est-ce qu'on peut vraiment étendre, est-ce qu'on peut extrapoler à partir de cet exemple sud-coréen? Pour ma part, j'en doute. Est-ce qu'on va vraiment beaucoup automatiser, notamment dans toutes les économies émergentes, ou surtout dans un contexte de récession et de chômage de masse, le salaire, même annuel, même pluriannuel, d'un prolétaire, disons sri-lankais, bangladis, somalien, que sais-je, éthiopien, reste si incroyablement inférieur au coût même d'un robot relativement simple, qu'on se demande vraiment bien dans quelle logique économique il serait possible de justifier ces perspectives donc agitées par Schwab et Malray, qui à mon avis sont en réalité un exemple flagrant d'enfumage. Et du coup, il faut évidemment aussi se demander quel est le rôle, quelle est la fonction de cet enfumage. À quoi servent ces mythes pseudo-futurologiques? Eh bien, les deux exemples que je viens de citer aident à le comprendre. Quand on se place dans la perspective non pas d'un Pierre Hillard, non pas d'un Éric Verreg, mais précisément du public auquel, en premier lieu, Schwab et Malray
s'adresse, on se rend compte que ce sont finalement des perspectives, même s'il y a toujours une petite odeur de dystopie, mais ce sont des perspectives finalement souriantes, finalement prometteuses. Il y a plein de gens, quand on leur explique, même si c'est faux, que le travail, et notamment le travail physique, va disparaître, probablement remplacé par un revenu universel, ils sont très contents en fait. Ils n'en peuvent plus d'attendre que ça se produise. Et de même, quand on leur explique que leur corps va être rempli de dispositifs technologiques, de senseurs, de mouchards, que ce soit des nanoparticules ou autre chose, alors évidemment, ils sont pas bêtes, ils se rendent bien compte que ça réduira ipso facto terriblement leur liberté. Mais Schwab, par ailleurs, tout à fait explicitement, toujours dans le même texte, leur explique que ça va être formidable parce que tous ces mouchards préviendront donc l'état grande-mère, le nanny state, longtemps à l'avance de l'apparition de n'importe quel cancer, de n'importe quelle maladie. Donc, sous-entendu, ils vont devenir immortels et évidemment, ils vont entrer dans un âge de la sécurité absolue. C'est ça, en réalité, que promettent ces mythes pseudo-futurologiques qui sont là pour faire rêver. Faire rêver, mais aussi distraire l'attention. Parce que même ceux qui ne sont pas censés, disons, réagir de façon très, très positive à ce genre de rhétorique, en s'engageant dans cette arène, en entrant dans ce match que Schwab veut leur faire disputer, par exemple un Pierre Hillard, disons, vont au moins consommer un temps de réflexion et un temps de parole qui serait peut-être mieux employé sur d'autres sujets. Donc, au lieu de disserter à longueur de conférence sur le rôle, la nature exacte des chips, des nanoparticules, de la 5G, etc., on pourrait tout simplement remarquer que dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui des campagnes vaccinales, quoique ce ne soit absolument pas des vaccins, une grande partie de la population, au moins de l'Occident, est en train, tout simplement, de déléguer son système immunitaire à, disons, un complexe pharmaceutico-technologique qui est évidemment contrôlé par, en dernière instance, par quelques dizaines d'individus, notamment des membres de l'élite davosienne. Et du coup, on pourrait se poser la question, a-t-on vraiment encore besoin de tellement de nanoparticules, de tellement de 5G et de tellement de microchips pour contrôler des gens qui, de toute façon, dans la mesure où ils acceptent cette délégation, disons, biopolitique, seront à l'avenir à la merci de la prochaine injection. Voilà. D'où donc le titre que j'ai donné à cette partie, « Une dystopie peut en cacher une autre ». Passons donc à la deuxième partie de cette note de lecture que j'intitulerai « À qui s'adresse Schwab ?» Alors, sans vouloir me vanter, j'aurais tendance à dire que c'est probablement dans l'examen de cette question que mon ouvrage à moi, donc Le magicien de Davos, Modeste Schwartz, chez Culture et Racines, présente ce qu'on pourrait appeler la plus grande plus-value conceptuelle par rapport à de nombreuses autres analyses qui ont été proposées précédemment et aussi ultérieurement sur le même sujet ou sur le même texte, y compris donc les analyses proposées soit à l'oral, soit à l'écrit, par des gens aussi sérieux, par ailleurs, que Éric Verreg, que Philippe Murer, etc. Ce que beaucoup de ces auteurs semblent avoir, sinon raté, du moins un peu négligé, c'est ce que pour ma part, évidemment, ma formation philologique me portait tout naturellement à regarder en premier lieu, et c'est ce qu'on appelle en philologie l'esthétique de la réception, c'est-à-dire que il ne suffit pas de se demander d'où parle Schwab, la grande question de 1968, d'où parlez-vous. Il faut aussi, et en l'occurrence ça me semble même plus important, se demander à qui s'adresse Schwab. D'où parle Schwab, finalement, c'est assez clair pour tout le monde, l'oligarchie occidentale, ou du moins son politburo, son secrétariat, oui, mais s'adresse à qui ? Alors, je l'ai déjà dit, ou sous-entendu au moins dans la première partie, quand je me demandais qui Schwab essaye de faire rêver. Qui est susceptible, si vous voulez, de marcher dans la combine, d'adhérer finalement à l'utopie, ou de considérer comme utopiques ces perspectives que propose Schwab? Eh bien, la réponse, pour moi, elle est assez claire. C'est ce qu'on gagnerait probablement à appeler la gauche. Alors, ça ne s'identifie évidemment pas forcément à ce qu'on a pu appeler la gauche par le passé, mais je pense que le texte de Schwab et Malray a justement pour ambition réelle de redéfinir la gauche, de devenir le manifeste de ce que, à partir de 2020, on appellera, pour encore peut-être de longues années, la gauche. Alors, comment m'est venue cette idée ? Je pense avoir bénéficié d'une certaine manière de mes propres défauts,
c'est-à-dire que comme j'y ai déjà fait allusion, à la fois ma lecture du texte de Schwab et Malray et la rédaction de mon commentaire sont relativement tardifs par rapport à d'autres, par exemple par rapport à la lecture et aux commentaires que propose chez le même éditeur Culture et Racines l'excellent Éric Verreg. Et donc bénéficiant d'un peu plus de recul, je pense avoir pu éviter une erreur très fréquente, y compris chez les lecteurs les plus critiques de ce texte, qui est de considérer de manière plus ou moins implicite que la grande réinitialisation, Covid-19, la grande réinitialisation de Schwab et Malray, serait une sorte de discours interne à l'élite occidentale, que le public serait avant tout constitué du premier étage décisionnaire de l'élite occidentale. Eh bien, moi je pense que ce n'est absolument pas le cas. Que la grande réinitialisation, que ce texte que je commente, de Schwab et Malray, relève bien au contraire de ce qu'on pourrait appeler le Davos exotérique, le discours vers l'extérieur, le discours des conférences de presse, par exemple, du Forum économique mondial, qui évidemment, on peut facilement supposer qu'il est fort différent des conversations qui ont lieu dans ces mêmes locaux, dans ces mêmes conférences de Davos, mais à huis clos entre décisionnaires, disons, de rang 1. Et c'est en ce sens que, pour ma part, j'aurais tendance à définir ce texte, la grande réinitialisation, comme un programme politique, au sens où on décrit généralement comme programme politique des textes comme le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, comme Mein Kampf d'Adolf Hitler, comme le petit livre rouge de Mao Tse-tung, qui a donc l'objectif qui est généralement celui d'un programme politique, à savoir... Alors, par rapport aux textes que je viens de citer, les textes de Marx et Engels, Hitler, Mao Tse-tung, la grande réinitialisation partage avec ces textes déjà un certain nombre de caractéristiques formelles, notamment le fait d'être, pour ainsi dire, des prospectus, des textes qui, indépendamment de leur longueur, Mein Kampf par exemple c'est assez long, la grande réinitialisation c'est beaucoup plus court, mais qui en tout état de cause sont de toute évidence diffusés, dont les auteurs ont clairement des intentions de diffusion maximale. C'est pour ça, entre autres, je pense que le texte a priori rédigé initialement en anglais a aussitôt été peut-être encore parallèlement à sa rédaction anglaise traduit en français, que ces textes, ces deux versions sous forme d'e-book, de livres électroniques ont aussitôt été rendus téléchargeables et téléchargeables gratuitement, y compris depuis certains sites dépendants du Forum économique mondial. Donc de toute évidence, le but des auteurs n'est certainement pas de vendre du papier ou même de l'e-book, et encore moins, si vous voulez, de capter l'attention d'une petite élite de happy few de décisionnaires, ce que de toute façon, un homme comme Thierry Malray, qui est notamment l'auteur d'une newsletter élitaire qui a beaucoup de succès, pourrait réussir par de tout autre moyen, des moyens beaucoup plus discrets. Donc il s'agit bien d'un programme politique dont le but est pour moi de gagner à l'idéologie covidienne un public assez vaste en Occident, qui est ce public qui était précédemment conquis par, disons, les messages du socialisme vert, et notamment au cours des toutes dernières années, le meilleur exemple, la meilleure illustration de ce socialisme vert, qui est le discours de type Greta Thunberg. D'ailleurs, Schwab ne s'en cache pas, le texte même de la grande réinitialisation contient un parallèle explicite entre son programme à lui, si j'ose dire, et celui qu'on avait associé au nom de Greta Thunberg, c'est-à-dire entre l'idéologie covidienne et l'idéologie climatique, la conclusion étant bien naturellement que les objectifs sont les mêmes, et simplement ce que sous-entend de manière au demeurant un peu méchante Klaus Schwab, c'est que, vous voyez tout de même, l'idéologie covidienne, c'est plus radical, ça marche mieux. Là, pour le coup, on a réussi à leur faire peur. Et effectivement. Voici maintenant la troisième partie de cette note de lecture que j'intitulerai « Que retenir ou que retenir tout de même de la grande réinitialisation ?» Donc, comme je l'avais annoncé en introduction, il s'agit maintenant de prendre le contre-pied des deux premières parties, et après avoir mis en garde contre les perspectives en trompe-l'œil qu'ouvre le texte de Schwab et Malray, d'essayer au contraire de repérer des thèmes dont on peut penser qu'ils informent réellement la pensée, disons la pensée de Davos, et
et tirer de ce repérage une autre mise en garde, ce coup-ci non pas contre nos propres tendances à la dérive fantasmatique, encouragées d'ailleurs, qu'ils en aient conscience ou pas, par les auteurs de la grande réinitialisation, mais au contraire contre certains aspects, à mon avis particulièrement inhumain, du projet de société en germination dans les cercles qui entourent Klaus Schwab, et éléments donc de projet de société qui transparaissent malgré tout dans le texte que je commente, dans le texte de Schwab et Malray, de façon peut-être involontaire, mais peut-être aussi avec une intention plus ou moins consciente de la part des auteurs, disons, de préparer le terrain. Alors, c'est un aspect assez vaste du texte que je commente, et je lui consacre dans mon commentaire, dans Le Magicien de Davos, des pages relativement nombreuses, qu'il n'est pas question ici de reprendre. Cette note de lecture ne constitue pas une version sonore ni même un résumé de l'ouvrage, mais plutôt une sorte d'addendum. Et donc je vais consacrer cette partie à un seul des thèmes de ce type que j'aurais peut-être dû développer davantage dans l'ouvrage. Rappelons que l'ouvrage sa rédaction date de décembre et janvier, donc décembre 2020, janvier 2021, que c'était donc encore en grande partie avant ce que l'histoire appellera peut-être la bataille des vaccins, et donc évidemment le contexte médiatique général explique aussi que j'ai probablement accordé moins d'importance à ce thème bien précis dans l'ouvrage que je ne l'aurais fait si l'ouvrage avait été écrit 2 mois plus tard. Il s'agit du thème de la médecine, ou plus exactement de cette espèce de redéfinition de la médecine dont on entrevoit les éléments définitoires dans la grande réinitialisation, dans Covid-19, la grande réinitialisation, donc de textes datant de juillet 2020 de Klaus Schwab et Thierry Malray. Alors, pour ne pas trop s'étendre, je dirais en résumé que ce que mettent en perspective, ce que font même miroiter à leur public, disons, idéologiquement complice, les auteurs de la grande réinitialisation, c'est une médecine technologisante et, comme certains l'ont dit, une médecine vétérinaire humaine qui est, de mon point de vue, caractérisée par ce que j'appellerais le monopole de l'éthologie. Alors, qu'est-ce que l'éthologie, accent aigu T-H-O-L? Eh bien, comme l'étymologie grecque de ce mot vous le dit, c'est la science des causes. Donc, c'est évidemment, disons, une préoccupation transversale des sciences, qui apparaît aussi, et à juste titre, dans la science médicale, ou dans la pratique médicale, dans l'art médical, mais qui n'y occupe, ça je pense que n'importe quel étudiant en médecine au bout d'un semestre est censé le savoir, qui n'y occupe qu'une place, je dirais pas marginale, mais en tout cas sûrement pas monopolistique, du moins dans la médecine telle qu'on l'a définie et qu'on la pratique actuellement, ou du moins qu'on la définissait et qu'on l'a pratiquée jusqu'en 2019. Mais malheureusement, je pense qu'il est facile de se rendre compte que c'est en train de changer. La médecine telle que la voient les Davosiens entre dans une sorte de culmination du paradigme mécaniste qui est de toute façon celui de la science occidentale, depuis, disons pour rester consensuel, depuis Descartes, Leibniz, etc. Des auteurs chez qui on repérait d'ailleurs déjà ce thème de l'assimilation du vivant au robot. Donc par exemple du corps humain, qui est une partie du monde vivant, qui est bisexué, qui se reproduit, qui meurt, à la mécanique. À l'époque, on pensait à la mécanique des horloges, etc. Maintenant, ça a pris évidemment une toute autre dimension. De ce point de vue, il y a un exemple, si vous voulez, pour presque une sorte de petit encart promotionnel qu'on trouve dans la grande réinitialisation, qui est celui consacré au WC intelligent. Alors c'est assez intéressant parce que Bill Gates aussi a cette obsession du WC intelligent. Il y a consacré au moins une vidéo entière, où il se filme d'ailleurs assis sur un WC. Donc c'est ce WC qui, non content donc d'absorber et d'éliminer vos selles, les analyserait et communiquerait évidemment en temps réel le résultat de ces analyses à, appelons ça le centre, à l'intelligence artificielle, au complexe pharmaceutico-technologique, de manière à pouvoir anticiper vraiment en temps réel les évolutions, et notamment les évolutions pathogènes constatables à partir de l'analyse des selles dans votre organisme. Alors évidemment, c'est encore une fois, d'une certaine manière, une sorte de trompe-l'œil à la Schwab, puisque en réalité, de quoi on parle? On parle de la, disons, robotisation et de la démocratisation de technologies qui existent déjà. Les WC multifonctionnels qui vous lavent le derrière, etc. En Amérique, c'est déjà ancien. Les analyses de selles, évidemment, ça a des décennies. Donc il s'agit tout simplement de mettre tout ça ensemble, de connecter
au cloud, et on obtient le WC intelligent. Simplement, une fois de plus, il y a une sorte d'enfumage, donc on va se focaliser sur cette question du WC qui nous analyse, etc., en oubliant totalement que, du coup, au passage, de manière tout à fait subreptice, on a redéfini la médecine. Donc la médecine n'est plus la prise en compte de l'être vivant du patient dans son entièreté, avec son ressenti, ses symptômes, son état général, son terrain, le concept de terrain systématiquement éliminé de la médecine dans cette nouvelle définition. La médecine devient une annexe de l'éthologie, plus exactement la science des pathogènes. Donc comment repérer des pathogènes et les éliminer. Le moyen évidemment favori, ou en tout cas mis en exergue de cette élimination, étant évidemment appelé à être avant tout d'ordre entre guillemets vaccinal. On est donc face à une dérive paradigmatique qui, à mon avis, débouchera bien plus probablement sur un naufrage de la pratique médicale que sur son entrée dans une nouvelle ère futuriste d'efficacité décuplée. Mais pour parler de ça, il vaudrait mieux s'adresser, donc on posera la question à de véritables spécialistes de la question, à mon collègue normalien Louis Fouché, à l'anthropologue Jean-Dominique Michel, etc. Moi, je préfère, en exergue donc en marge de cette remarque, je préfère me pencher un peu sur les racines philosophiques d'une telle dérive paradigmatique, c'est-à-dire soulever une fois de plus cette question de l'idéologie de Schwab, qui n'est qu'en apparence la question de la sincérité, puisque finalement la question assez anecdotique de savoir si Schwab, et accessoirement Malraux, subjectivement croit en ce qu'il nous raconte, ça peut présenter un intérêt, mais à mon avis, pas énorme. Cette question de la sincérité, elle devient beaucoup plus intéressante quand on la place, ce qui est l'effort que je fais dans l'ensemble de mon ouvrage, Le magicien de Davos, quand on place cette question dans la perspective plus vaste d'une esthétique de la réception. C'est-à-dire que les erreurs ou mensonges, une erreur dont on a conscience, c'est un mensonge. Moi comme d'autres, nous pointons, Éric Verreg, Philippe Murer, etc., pointons dans le texte de Schwab et Malraux, eh bien ce sont aussi des erreurs ou des préjugés qui sont très typiques d'un certain horizon d'attente, d'une certaine idéologie, qui est déjà présente aussi dans la société, qui est celle de cette partie de ce que j'appelle le middle management, de cette partie de la middle class occidentale, qui est prête à recevoir ce message de Klaus Schwab. Et de ce point de vue, Schwab est tout simplement un continuateur de Milton Friedman. Et par conséquent, pourrait-on ajouter un continuateur d'Adam Smith. Alors Milton Friedman, Adam Smith, c'est l'idéologie qu'on dira néolibérale à partir de Milton Friedman. Avant, c'était simplement l'idéologie libérale, de l'économisme libéral. C'est l'idéologie de la main invisible. Avant d'être dans la religion du Covid, tous ces gens étaient dans la religion du marché. Et là, on atteint l'étage auquel l'idéologie donc de Schwab et de son public et de ses prédécesseurs répond le mieux à la définition classique, donc la définition qu'a donnée le 19e siècle au concept d'idéologie, au moment d'ailleurs de l'émergence de ce concept, donc chez Feuerbach, chez Marx, etc. L'idéologie, c'est, dans un point de vue marxien, c'est le reflet de l'infrastructure dans la superstructure. Donc appliqué au cas de Schwab, on pourrait dire que son texte, on pourrait dire que ce qu'il dit constitue la justification de ce qu'il est. Là où, pour dresser un parallèle avec le discours théologique, la théodicée, en l'occurrence la théodicée laïcisée, de l'existence même de Schwab. Schwab comme fondateur, dirigeant du Forum économique mondial, qui doit donc, y compris sa subsistance la plus concrète, ou en tout cas son enrichissement, à cette idéologie et au succès de cette idéologie dans les élites occidentales. Et ce raisonnement est évidemment assez largement extensible à des gens comme Emmanuel Macron, comme Angela Merkel, etc., et en général à tous ceux qui adhèrent par exemple à cette construction idéologique qu'est l'Union européenne, dont on se rend bien compte qu'elle est aussi européenne que le Parti communiste chinois, que l'école de Chicago, etc., et dont le liant véritable, ce qui unit réellement les entre guillemets européens entre eux, c'est le cordon ombilical, souvent d'ailleurs très concret, financier, qui les lie à cette immense structure de lobbying qui se trouve à Bruxelles et qu'on essaye de faire passer pour une structure pseudo-institutionnelle, l'embryon d'un gouvernement fédéral ou que sais-je.
Et donc là, on se rend bien compte qu'il y a un véritable renversement de perspective, puisque quand on se demande d'où vient cette redéfinition, cette dérive paradigmatique de la médecine, on arrive très vite, très facilement à la conclusion que ça vient avant tout du lobbying, des conflits d'intérêts. Il suffit de regarder comment fonctionne l'expertise covidienne, entre guillemets. Et simplement, face à ce constat, des gens comme Éric Verreigh, comme moi, probablement comme vous, sont aussitôt saisis d'un doute, voire d'un soupçon. Si tout ça a pour moteur principal des influences, des affaires de gros sous, etc., est-ce que c'est bien sérieux scientifiquement? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce qu'on court pas à la catastrophe? Oui, simplement, dans l'optique qui est en revanche celle de Schwab et des siens, d'un Macron, d'une Merkel, etc., c'est exactement le contraire. Parce que eux, dans leur religion du marché, de la main invisible, dans leur déification de l'intérêt économique, considèrent au contraire que le marché étant vertueux, cette, entre guillemets, solution technologique, ou en tout cas de cette évolution épistémologique promue, soutenue par le marché, est nécessairement bonne, et nécessairement juste, justement parce que c'est le marché qui l'impose. Je commence à présent la deuxième moitié de cette note de lecture, dans laquelle je me propose de m'éloigner un peu du texte de Klaus Schwab pour proposer quelques réflexions sur, donc non pas le livre intitulé La Grande Réinitialisation, mais sur la Grande Réinitialisation elle-même, ou comme il est d'usage encore de la nommer dans des milieux plus consensuels, sur la crise du Covid. Je commencerai par une quatrième partie que j'intitulerai « Discordance des chronologies ». Alors je pense qu'il est assez clair maintenant pour tout le monde que ce que nous vivons depuis, en gros, mars 2020, en Europe, en Occident du moins, n'est ni un hasard, ni une surprise, ou du moins pas une surprise pour tout le monde, qu'il y a eu préparation et, dans une certaine mesure, planification. Cela dit, un phénomène que j'observe déjà depuis presque un an dans ce qu'il est convenu d'appeler les milieux dissidents, c'est une tendance que j'avais déjà pu observer par le passé en rapport avec d'autres événements, évidemment moins importants, à une sorte de, on pourrait appeler ça un fatalisme conspirationniste, donc des réflexions qui suggéreraient que finalement tout ce que nous vivons en ce moment, au jour le jour, a été non seulement planifié, ce qui finalement est assez crédible, mais constitue l'exécution d'un plan vieux de décennies, voire de siècles, voire pour les plus téméraires, de millénaires. Et effectivement, la toile conspirationniste ne manque pas de documents, qui sont très souvent des documents parfaitement authentiques, remontant à quelques années ou quelques décennies, parfois plus, qui sont de nature à, disons, à provoquer un emballement du moteur conspi. Donc, pour citer quelques exemples qui ont eu beaucoup de succès, la une de The Economist datant des années 80 et prévoyant un phénix monétaire, un grand réajustement, une grande réinitialisation monétaire à l'horizon 2018, des documents aussi qui ont beaucoup circulé émanant de la fondation Rockefeller et qui ont plus de 10 ans, etc. Alors le problème que moi je vois de ce point de vue, c'est qu'on trouve aussi, on trouvera aussi facilement probablement tout autant de documents tout aussi authentiques et émanant de sources, comme il est convenu de les appeler mondialistes, tout aussi presque officielles, et qui tendraient en revanche à indiquer que l'horizon de réalisation du plan, initialement ou à un certain moment, disons, du processus de planification, aurait plutôt été fixé à 2030, à 2040, à 2050, etc. Donc, on rencontre ce problème de la chronologie qui, évidemment, dont l'intérêt vient qu'il n'est pas purement chronologique, parce que en posant le problème de la chronologie, on pose aussi, ipso facto, le problème des objectifs de guerre. Eh bien, il est bien évident, je pense, maintenant au-dessus disons, d'un certain seuil de quotient intellectuel pas très élevé, que nous vivons la Troisième Guerre mondiale, que c'est une guerre que les, entre guillemets, élites occidentales ont déclenchée, une guerre préventive contre les peuples, mais nous ne sommes pas certains de connaître, du moins dans le détail, les objectifs de guerre de l'ennemi, et ni ses motivations réelles ou motivations profondes,
dont, de toute évidence, les discours explicites, par exemple de Davos, par exemple la grande réinitialisation, constituent, disons, dans le meilleur des cas, un reflet assez infidèle. Donc, la question, disons, de fond que veut soulever cette partie de ma note de lecture serait la suivante. Pourquoi le passage à un contrôle biopolitique mondial des masses a-t-il été jugé nécessaire à l'horizon 2020-2030 ? Alors pour poser, disons, une toile de fond, essayer de faire comprendre quel est l'horizon le plus général de ma perception de l'histoire actuelle, je renverrai à l'hypothèse qui a été formulée au cours des derniers mois à plusieurs reprises avec un certain talent explicatif par le financier Charles Gave, donc parmi les Français, disons, quelqu'un qu'on peut légitimement soupçonner de comprendre le mécanisme de la finance mondiale. Et Charles Gave nous rappelle que le fondement actuel assez bancal de l'hégémonie occidentale est avant tout un déséquilibre monétaire. Donc il nous rappelle, c'est un principe de base de l'économie, que la monnaie, qu'évidemment on ne peut pas manger, dont on ne peut pas se vêtir, qui ne constitue pas en elle-même un bâtiment ou un moyen de transport, la monnaie est simplement un reflet en miroir de l'économie réelle, c'est-à-dire des biens réellement utilisables, consommables, etc. Or, de ce point de vue, depuis, disons, au moins une trentaine d'années, on voit apparaître une divergence assez inquiétante entre le cours des monnaies occidentales qui sont de toute évidence très nettement surestimées d'un côté, et la réalité de la production des économies occidentales qui, disons, depuis une trentaine d'années s'effondrent par migration des activités productives avant tout vers l'Asie. Il faut donc s'attendre à un grand réajustement monétaire dont probablement la crise de 2008 aurait pu et probablement aurait dû déjà être l'occasion, mais comme on le sait, l'assainissement financier a précisément été en 2008 refusé par l'élite occidentale qui a décidé d'ajourner, qui s'est lancé à ce moment-là dans une fuite en avant. Et le réajustement monétaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour l'illustrer de manière assez grossière, disons qu'à l'heure actuelle, pour 1 euro, en arrivant à Bangkok, vous changez 1 euro contre 40, un peu moins de 40 bahts thaïlandais, et bien après le réajustement monétaire, il y a de fortes chances pour que contre votre euro, vous n'obteniez plus que à peu près 4 bahts thaïlandais. Alors ça, vu de France, c'est-à-dire d'un pays qui finalement a encore au moins une autosuffisance alimentaire, une production alors certes sinistrée mais encore relativement diversifiée, etc. Ça peut paraître anecdotique ou du moins on peut avoir du mal à percevoir les conséquences politiques d'un tel réajustement parce qu'on se dit finalement on payera plus cher les smartphones, les écrans plats, etc. Mais la moitié du monde continuera de toute évidence hors Covid à venir admirer nos châteaux, goûter notre gastronomie, etc. C'est vrai. Si on regarde le phénomène, en revanche, depuis des pays comme l'Allemagne ou la Roumanie, on voit tout de suite que les conséquences politiques du grand réajustement risquent d'être absolument dévastatrices. Donc rappelons que l'Allemagne est un pays, alors certes, qui a réussi à concentrer, à confisquer, grâce à l'euro, une grande partie de l'industrie européenne, mais qui souffre d'un déficit chronique grave de main-d'œuvre du fait de son naufrage démographique pour faire fonctionner cet appareil productif et qui l'obtient en grande partie en le prélevant sur son hinterland économique des nouveaux États membres, de l'extension de l'Union européenne, c'est-à-dire du Commonwealth allemand à d'anciens pays communistes, comme par exemple la Roumanie. Donc rappelons que grosso modo un quart de la population roumaine, c'est-à-dire peut-être jusqu'à un tiers de la population active, travaille dans l'ouest de l'Union européenne, alors que ce soit pendant quelques mois par an ou de manière définitive, que ça ait débouché sur un déménagement définitif, voire une naturalisation ou pas. En tout cas, disons qu'il manque un Roumain sur 4 et la plupart de ces déserteurs travaillent en Allemagne. Pourquoi en Allemagne ? Non pas parce qu'ils seraient nécessairement condamnés au chômage dans leur pays natal ou qui
qui est lui-même confronté en réalité à une crise de la main-d'œuvre, mais tout simplement parce que en Allemagne, on peut gagner un salaire en euros qui, même s'il n'est pas mirobolant en économie allemande, mais du moins une fois converti par exemple en lei roumain, eh bien constitue quand même un joli pécule pour se construire une maison, assurer ses vieux jours ou du moins avoir l'illusion de les assurer. À quoi s'ajoute aussi le phénomène du tourisme. Donc songeons par exemple à ce qu'on pourrait appeler la délocalisation de la sexualité allemande qui prend la forme d'une sorte de pont aérien entre l'Allemagne et la Thaïlande, et que évidemment un cours Eurobat divisé par 10, dont un cours Eurobat divisé par 10 changerait assez drastiquement les paramètres. Donc tout ça nous permet d'imaginer les conséquences politiques, par exemple sur la cohésion de l'Union européenne, qui, rappelons-le, dont les limites, rappelons-le, n'épousent pas celles de la zone euro. Donc, des conséquences tout à fait dévastatrices que pourrait, y compris sur le plan politique, avoir un tel grand réajustement monétaire. Et du coup, on peut assez légitimement se poser la question, est-ce que la grande réinitialisation ne serait pas une anticipation, une manière pour l'élite occidentale de préempter ce grand réajustement dont l'imminence est de toute évidence devenue évidente au plus tard à partir de 2008. Et là, on revient au problème de la chronologie, puisque même s'il est bien évident qu'une grande partie des instruments, disons, institutionnels, de captation de l'expertise, etc., via notamment Big Pharma, une grande partie de ces instruments actuellement à l'œuvre dans, disons, l'ingénierie covidienne étaient déjà disponibles quand on repense, disons, au sida, par exemple, pour certains depuis 20, 30 ans. En revanche, il faut quand même se souvenir que pas plus tard que 2009, ces instruments avaient encore raté, sous la forme donc de cette sorte de répétition générale du Covid qu'avait été la vraie fausse crise de la grippe aviaire, qui non seulement n'avait pas réussi l'hystérisation des masses, la soumission des gouvernements, etc., auxquels on a assisté en 2020, mais qui a même débouché sur un début de règlement de compte. Rappelons ce rapport du Sénat français et même au sein, excusez du peu, des institutions européennes. Donc tout cela me suggère que finalement le fine-tuning de la planification de la crise covidienne et la fixation définitive de sa chronologie telle qu'elle a effectivement pu être observée au cours des 12 derniers mois ne remonte probablement pas à des décennies et encore moins à des siècles, mais constitue très probablement avant tout une réaction relativement tardive et probablement empreinte de panique à des événements beaucoup plus récents comme la crise financière de 2008 et plus encore, disons, la grande frayeur oligarchique de 2016, marquée donc évidemment par le Brexit, l'élection de Donald Trump et, disons, les gesticulations illibérales d'une partie des États d'Europe centrale intégrés dans l'Union européenne. Et nous voici du coup arrivés au point de mon raisonnement où j'émets l'hypothèse selon laquelle la conclusion générale que je tire de ma lecture de la grande réinitialisation comme texte, du texte de Klaus Schwab, peut probablement être extrapolée à une lecture bien plus vaste de la crise covidienne en général, des enjeux de notre époque. En effet, cette conclusion générale, ce serait résumé en 2 mots qu'il faut prendre bien garde à ne pas confondre les causes et les conséquences. En lisant la grande réinitialisation, on arrive assez facilement à la conclusion que les confinements, entre guillemets, généralement présentés comme des conséquences d'une interprétation de faits, de situations épidémiologiques, etc., que ces confinements, toujours entre guillemets, sont en réalité des finalités, sont en réalité les objectifs eux-mêmes. Non pas le moyen, mais le but. Eh bien, je pense qu'on peut extrapoler cette conclusion en posant au moins la question, en se demandant, alors, officiellement, n'est-ce pas, les gouvernements se considèrent dans l'obligation, entre autres pour conserver le contrôle de masse qui ont été hystérisés par la propagande hypocondriaque des médias, largement contrôlés par Davos, par Bill Gates, etc. Donc les gouvernements se sentent obligés d'imposer ce qu'ils appellent des mesures sanitaires, les opposants les appelleront dictatures sanitaires, et la conséquence évidemment déplorable de cette imposition est la suppression de la démocratie en Occident. Eh bien, on peut se demander si cette suppression ne serait pas en réalité
sinon l'objectif final consciemment assumé, mais tout du moins celui, disons, des objectifs du discours davosien, qui par une sorte de logique immanente de l'histoire, a en tout cas le plus de chances de créer l'unanimité des gouvernements autour du dit projet davosien. Et c'est ainsi que nous en arrivons à la dernière partie, à la partie numéro 5 de ce podcast, celle que j'ai décidé d'intituler « What could possibly go wrong ?» ou en français « Et si ça ratait ?» C'est bien entendu l'ouverture finale de cette réflexion qui se propose aussi de prendre le contre-pied de ce que dans la partie précédente j'ai appelé le fatalisme conspirationniste, en rappelant que, c'est pas parce qu'une opération n'est pas spontanée qu'on peut penser qu'elle a été préparée. Il ne s'ensuit pas automatiquement qu'elle a été bien préparée et qu'elle est donc destinée à être couronnée de succès. Pour ma part, je considère plutôt que la préparation effective, opérationnelle de entre guillemets la crise du Covid a commencé au plus tôt vers 2016, qu'elle s'est précisée au cours des années 2018-2019, notamment avec la fameuse grande répétition organisée fin 2019 par, entre autres, Bill Gates, et que c'est donc, du point de vue de ces organisateurs, une opération organisée dans une atmosphère de panique, une opération conçue comme une contre-offensive par des élites dont ma collègue normalienne Anne Bilran l'a suffisamment souligné, des élites dont la mentalité est devenue paranoïaque et qui risquent bien d'être finalement les victimes de leur paranoïa. Alors, si on entre dans le détail, je dirais que, au moins pour l'espace qui m'est alloué dans ce podcast, je voudrais souligner 2 raisons de penser que l'opération pourrait se solder par un échec. La première de ces raisons, c'est ce qu'on pourrait appeler le retour de la géopolitique. Alors autant en mars 2020, donc au moment où, disons, l'hypnose covidienne était encore à peu près planétaire et où, à de très rares exceptions près, on pense à 1 ou 2 chefs d'État africains qui ont d'ailleurs entre-temps succombé à des accidents assez suspects, et à Alexander Loukachenko, mais pratiquement tous les autres chefs d'État du monde à l'époque avaient mis genou en terre. On s'en souvient de Xi Jinping, Poutine, en passant même dans une certaine mesure par Trump. Et donc en mars 2020, on pouvait assez facilement avoir l'impression, c'est même ce que j'avais écrit dans un texte de cette époque, que la géopolitique c'était fini, que j'avais parlé à l'époque d'une caducité de la géopolitique. Eh bien, à partir de l'automne 2020, de toute évidence, on assiste à un retour de la géopolitique, notamment à partir du moment où on s'est rendu compte que la Chine communiste n'éprouvait pas le besoin de s'organiser une, entre guillemets, deuxième vague. Et ce retour de la géopolitique nous est actuellement, hiver-printemps 2021, confirmé par l'énorme nervosité qu'on constate dans l'oligarchie occidentale à l'encontre de ses concurrents géopolitiques. Donc nervosité que traduisent entre autres les bruits de bottes de plus en plus assourdissants sur les marges de l'Empire russe, et aussi certains propos tout à fait explicites, par exemple d'Emmanuel Macron, qui parle, je le cite, de guerre des vaccins. Donc les initiatives russes et chinoises dans ce domaine, de toute évidence, sont très mal perçues en Occident. L'Occident a très clairement la sensation de se faire doubler par ses concurrents géopolitiques. Et la conséquence, évidemment, de ce nouveau divorce géopolitique, c'est qu'au lieu de devenir, comme il promettait, en tout cas dans le texte de Schwab, de le faire, une nouvelle normalité planétaire, le système de gouvernement covidien risque fort de vivre finalement la même histoire que l'utopie bolchevique, qui, encore au début des années 20, se voulait une révolution internationaliste mondiale qui simplement, par hasard, avait commencé à Moscou et Saint-Pétersbourg. Et puis, 10 ans plus tard, Staline parlait déjà du socialisme dans un seul pays, et puis normaliser ses relations diplomatiques avec des États voisins ou moins voisins, qui de toute évidence ne faisait pas allégeance à l'utopie bolchevique, c'est-à-dire qu'on passait finalement du bolchevisme au soviétisme. Et il semblerait que le covidisme soit, s'il ne déraille pas à court terme, dans ce cas-là, il semble qu'il soit promis au même destin, c'est-à-dire à devenir l'idéologie officielle, mais en laquelle évidemment assez vite plus personne ne va croire, d'une nouvelle Union soviétique, d'un nouveau totalitarisme régional centré cette fois-ci autour de l'Allemagne.
Inutile évidemment de vous rappeler comment l'épisode bolchevique, après réinterprétation soviétique et stalinienne, avait fini. Alors c'est vrai que ça avait quand même duré 80 ans, en grande partie d'ailleurs du fait du rebond qu'avait d'une certaine manière offert à ce système Adolf Hitler en attaquant, en commettant l'insigne erreur d'attaquer l'Union soviétique en 1941, ce qui avait permis aux soviétiques de remplacer le mythe bolchevique totalement usé par ce mythe de la victoire de la Grande Guerre patriotique, qui lui, d'une certaine manière, est encore vivant aujourd'hui dans le monde russe. Il n'est pas certain que l'Union covidienne ait autant de chance. La deuxième raison de mon point de vue d'optimisme, c'est-à-dire de considérer que tout ça pourrait bien finalement rater, que je voudrais ici mentionner, il y en aurait sûrement encore d'autres, mais en tout cas c'est la dernière que je vais mentionner ici, c'est ce que j'appellerais le dilemme de la garde des gardiens. Ça, c'est un vieux problème de tous les systèmes autoritaires, totalitaires, dictatoriaux, etc. C'est-à-dire, bon, évidemment, on se dote de tous les moyens possibles et imaginables, et Dieu sait qu'aujourd'hui, avec la technologie, ils sont nombreux et insidieux, de tous les moyens de surveillance, et la société s'organise entre surveillés et surveillants. Le problème, c'est que du côté de l'appareil, du côté de la nomenclature, évidemment, il y a aussi des intérêts conflictuels, et les surveillants se surveillent entre eux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a montré l'histoire des totalitarismes du XXe siècle, avant tout du totalitarisme soviétique, non seulement se surveillent, mais se dénoncent, s'intentent des procès politiques, se purgent, s'emprisonnent et s'assassinent. Et ce qui me laisse penser que je ne suis pas forcément totalement délirant dans cette supposition, c'est qu'en fait, elle ne m'appartient pas en propre. Elle apparaissait déjà, alors il faut un peu lire entre les lignes, mais elle apparaissait déjà assez clairement dans des déclarations d'un homme qu'on peut assez difficilement soupçonner de stupidité, puisque c'est Yuval Harari, le philosophe et futurologue israélien Yuval Harari, qu'on peut aussi très très difficilement évidemment soupçonner d'opposition viscérale au projet mondialiste, au projet occidental, au projet luciférien. Il en est même finalement l'un des prophètes. Mais ce même Yuval Harari, dès le printemps 2020, dans une réflexion donc sur ces nouveaux moyens de surveillance, etc., faisait déjà comme ça, presque ni vu ni connu, au détour d'une phrase, la remarque que ça crée un risque de dystopie. L'expression a d'ailleurs été reprise par Klaus Schwab dans son propre texte, avec référence explicite à Harari, comme quoi le propos n'est pas tombé dans des oreilles de sourds, et que ce risque dystopique ne concernait pas que les masses, mais aussi les élites elles-mêmes. Parce qu'évidemment, les surveillants vont aussi devoir être surveillés et, sous-entendu, purgés, soumis à une inquisition de type NKVD, KGB, etc. Et puis, finalement, éventuellement déportés, incarcérés et assassinés. Donc voilà un exemple parmi d'autres de ce parallèle que dans Le Magicien de Davos, j'établis de manière assez systématique, parce que je pense qu'il y a matière à le faire, entre, disons, l'histoire de la révolution covidienne et l'histoire de la révolution bolchevique, qui d'une certaine manière, à un siècle de distance et d'un bout à l'autre de l'Europe au sens large, se répondent un peu en miroir, et évidemment pas par hasard, puisque, comme je l'explique aussi justement dans Le Magicien de Davos, ces deux projets oligarchiques, messianiques, idéologiques, ont des sources philosophiques communes.